Je dirais que, comme n'importe quel métier artisanal qui date souvent du Moyen-Âge, c'est toujours intéressant, même si le métier ne servait plus à quelque chose, dans l'époque que nous vivons, je pense que ce serait toujours intéressant de garder cette transmission pour qu'on sache que ça a existé un jour. Moi, je m'appelle David Pardo, je suis le fils de Joseph Pardo et le père de Johan Pardo. Mon père a commencé en 1949 à vouloir faire de l'édition en tant qu'éditeur. Il avait la capacité de traduire le vieux français, le Languedoc, l'Orgueil dans un français plus lisible pour l'époque, de 1949 à 1990. Il est arrivé au départ tout seul à avoir tous les ateliers pouvant réaliser des éditions haut de gamme d'art qui comportaient donc des textes faits en typographie, imprimés en typographie, des enluminures et des dessins réalisés par des artistes qui étaient reproduits au pochoir, donc à la main, par des procédés principes du pochoir. Et naturellement aussi un atelier de reliure main qui permettait de relier ces mêmes éditions, qui étaient d'abord des petits tirages de 100 à 200 à jusqu'à 1000, 2000 exemplaires maximum de toute façon, compte tenu du temps qu'il fallait pour les fabriquer. Mon père ayant commencé tout seul, et j'avais deux frères qui avaient respectivement 13 et 15 ans de plus que moi, qui eux, au départ, chaque page de chaque livre était coloriée à la main, avant d'avoir des ateliers qui ont permis des reproductions qui étaient manuelles, mais qui étaient plus importantes en quantité. J'ai effectivement baigné là-dedans, de passer, voir des artistes qui défilaient chez mon père d'une part, des artistes miniaturistes, enlumineurs. Depuis que j'étais tout petit, je peux dire que je suis vraiment né là-dedans. Vu que j'avais le choix entre l'imprimerie classique, le pochoir, la sérigraphie, la relure ou faire, je dirais, du commercial, je pense que c'est né à force de regarder tel et tel métier, et c'est celui-là qui m'intéressait le plus. Ça fait maintenant 50 ans, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. À ce moment-là, mon père avait l'atelier de reliure avec des relieurs de métier. Mon père n'était pas relieur, il était donc éditeur. Il n'avait pas le métier d'imprimeur, il savait ce qu'il voulait. Moi, j'ai appris d'une part sur le tas. Comme tout métier artisanal manuel, c'est surtout à l'intérieur d'un atelier qu'on apprend. Et selon la qualité de ceux qui enseignent, après on peut soi-même découvrir, voire inventer des choses dans tout ce qui est manuel et artisanal. Je découvre tous les jours quelque chose. Et j'apprends, je dirais, tous les jours quelque chose. J'apprends des fois de mon fils, j'apprends des fois d'un client. Et c'est ça que je trouve intéressant. Moi, c'est Johan Pardo, on peut aussi m'appeler Johan, chef de cette entreprise que j'ai repris de mon père. J'ai appris la reliure avec mon père et je suis celui qui s'occupe de tout ce qui est la dorure des livres. Je suis né en 1955 et que mon père a fait l'un des premiers livres sur la Chine qui était le Marco Polo, le Vénitien qui est parti jusqu'en Chine. Donc déjà en 1960. Donc j'ai toujours baigné dans la culture chinoise parce que mon père m'avait fait baigner dedans. Donc entre le Marco Polo qu'on avait édité en 1960 et le Confucius qu'on a édité en 1990, par la suite on a fait aussi une édition du Lao Tzu, on peut dire qu'on était toujours branché, on va dire, sur la Chine. Et bien évidemment, je suis très admiratif de toutes les créations, de toutes les fabrications jusqu'à maintenant, de ce qui peut se passer en Chine et surtout à l'époque, la soie, la poudre à canon et tout ce qui était l'écriture au pinceau en fait. J'ai toujours admiré ce genre de travail-là, cette minutie et cette qualité de travail et le besoin de vouloir être perfectionniste. Le plus gros challenge, c'est d'abord d'être capable de prendre un livre dans un état des fois très défectueux, d'arriver à l'amener ce qu'on appelle le corps d'ouvrage prêt à être relié. On peut dire que toute la vie professionnelle, on peut tomber des fois sur des livres plus difficiles que d'autres, donc chaque fois c'est un peu une remise en question. Et ensuite, c'est la créativité qu'on peut amener dans une reliure, c'est-à-dire qu'il faut quand même connaître le texte, il faut quand même connaître à quelle époque l'auteur a écrit ce texte. Donc si on peut se permettre de faire une très belle reliure créative, donc tout ça, c'est aussi assez difficile. Je pense qu'un métier artisanal, il y a aussi le mot art.
Tout ce qui est artistique, on peut dire que toute sa vie on apprend. Maintenant, il est bien évident qu'après 3, 4, 5 ans de travail journalier, il est bien évident qu'on a une maîtrise de base. Il y a un peu plus de 50 étapes pour réaliser une reliure. Selon naturellement, si c'est un client qui nous amène un livre qui est ancien, qui est peut-être à démonter, à réparer, et ensuite donc on va préparer la couture, c'est-à-dire que les livres sont faits de telle manière à ce qu'il y ait des feuilles pliées. On va pouvoir coudre à l'intérieur, donc on va dire qu'on a la première préparation. Une fois qu'on a démonté le livre, on va le mettre sous presse, les feuilles. Ensuite on va faire le greffage qui consiste à faire des petites coupes au niveau de la pliure des feuilles pour qu'on puisse coudre ensuite en passant un fil à l'intérieur. C'est les premières opérations qui nous permettent de faire un corps d'ouvrage. On va avoir un livre donc, qui est cousu, dont on va encouler le dos. Le dos, c'est l'endroit qu'on voit quand un livre est dans une bibliothèque. Et ensuite, on va donc arrondir ce dos, faire ce qu'on appelle le mort, donc en tapant avec le marteau sur ce même livre. Ensuite, on va donc, une fois que c'est fait, alors soit par exemple le livre peut obtenir des tranches dorées ou des ciselures, soit on va le prendre tel quel et on va préparer donc la couverture. Donc la couverture, c'est 2 cartons avec pour le plat avant et le plat arrière du livre. Ensuite, la préparation du dos. Est-ce que le dos, on va mettre des nerfs, donc des reliefs sur le dos. Ensuite, on va couper la toile ou couper le cuir. On va préparer le cuir, on va faire la parure, donc l'affinage de certains endroits dans le cuir pour monter la peau sur le bouquin. Une fois que donc tout est préparé, on va monter donc effectivement cette peau. Une fois qu'elle est montée, on a un livre qui est déjà relié, mais quand on ouvre, on a donc l'envers du côté cuir qui est le verso donc du carton qui est brut. Donc on va coller une garde qui peut être une garde peinte à la main par exemple, ou une garde en peau. Ensuite, il va y avoir la dorure, donc soit quelque chose de très simple qui représente l'auteur et le titre du livre, tout simplement, soit un décor, comme vous avez pu voir, soit une inclusion de matière, d'émail ou de ferrure dorée à leur fin, par exemple. C'est quand même un métier qui demande un attachement, un certain amour du métier, du travail bien fait, de la patience. L'histoire qui m'a marqué une fois, j'avais une personne qui avait plus de 60 ans, qui est venue avec une BD de son époque, les années 70, une BD à rénover. Et là, je me suis dit, waouh, je viens de lui redonner vie, rénover un livre qui était pour cette personne-là vraiment un bout de son enfance. Et ça, franchement, ça donne une satisfaction assez incroyable, quoi. On manipule des choses qui sont précieuses pour les gens, et le fait de participer à cette chose-là, c'est très satisfaisant. Nous, on
veut rester dans l'artisanat. On veut que notre livre, une fois relié, peut durer plusieurs siècles. J'ai toujours plaisir à voir des personnes qui découvrent notre produit, qui, quand ils le dégustent, l'apprécient, puisque c'est une vraie reconnaissance, une fierté sur tout le travail qu'il y a derrière le produit. Derrière un calisson, il y a un long processus avec une part de l'homme importante. Chacun y met du sien. Et finalement, de voir un sourire sur celui qui va déguster le calisson, pour nous, c'est une reconnaissance et une fierté par rapport au travail qu'on a effectué. Le calisson est né en Provence, d'abord parce qu'on avait un terroir qui permettait de récolter les matières premières qui sont utilisées dans le calisson, l'amande de Provence. Deuxième matière importante pour le calisson, c'est le melon. Grâce au soleil provençal, on a un melon qui est goûteux et qui est confié à Apt, une ville toute proche de la fabrique, qui est devenue aussi la capitale mondiale des fruits confits. On a ces deux matières sur place qui sont cultivées dans des conditions optimales et qui permettent de fabriquer notre calisson. Je suis rentré il y a 35 ans. C'est mon ancien chef qui m'a formé sur le tas. Le processus, en fait, c'est comme un plat cuisiné. Actuellement, je suis en train de former des jeunes, donc je prends du temps. Il faut beaucoup de temps, de la patience pour arriver à mon niveau. Mais là, il va falloir quand même des années et de l'expérience. Pierre est un artisan confiseur très important pour nous parce que c'est lui qui maîtrise le processus. Fabriquer un calisson, ça ne se met pas sur papier simplement. Il y a vraiment le travail de l'homme qui est important derrière. Il va maîtriser les matières premières. C'est lui qui va être capable de dire si on peut utiliser les matières premières, si elles répondent à notre cahier des charges qualité. C'est son travail à lui, le travail de Pierre, qui va permettre d'adapter le processus en fonction des matières premières, en fonction des conditions météorologiques. Il y a vraiment cette part qui est très précieuse de ce que peut amener Pierre avec son expérience. Quatre générations de confiseurs se sont transmises ce savoir-faire et à chaque génération, ça a été des étapes cruciales pour vraiment respecter les gestes ancestraux, respecter la qualité aussi du produit, les engagements aussi des artisans précédents et de façon à pouvoir les transmettre aux futures générations. Il faut savoir que c'est un processus long pour la fabrication parce qu'il faut 5 jours entre le début du processus et le moment où on peut mettre nos calissons en boîte. Ça va commencer par la fabrication de la pâte qui est un mélange en fait d'amandes,
amandes de Méditerranée et de Provence, de melons confits et d'écorce d'orange confite. Ce mélange qu'on appelle le broyat va être ensuite mélangé à du sirop de sucre qui est monté en chaleur. C'est ce qu'on va appeler la pâte à calisson. Ensuite vient la deuxième étape, c'est celle qui donne naissance à nos calissons, c'est le façonnage du calisson. Et donc cette étape, elle est faite à deux, c'est vraiment un duo. Toute la difficulté et le savoir-faire, ça va être aussi que ces deux personnes soient bien coordonnées, qu'elles aient des gestes qui se répondent. La première personne va mettre l'hostie, le pain d'azime. Ensuite, va injecter la pâte à calisson dans la machine à calisson. Et puis va manuellement lisser la pâte et appliquer la glace royale grâce à un pochoir. La deuxième personne, quant à elle, va récupérer les calissons grâce à des peignes, donc toujours un travail très manuel, et va les mettre dans des chariots pour qu'ensuite ils soient, on va dire, amenés dans un four et qu'ils soient juste cuits quelques minutes pour que la glace royale ait tout son craquant. On dit qu'en fait, la création du calisson, ça a été lors du mariage du bon roi René, qui était comte de Provence, avec Jeanne de Laval. Il avait demandé à son confiseur de créer une douceur pour la reine, puisque la reine était quelqu'un de très maussade, qui ne souriait jamais. Elle était très belle, mais bon, elle ne souriait pas. Et donc le jour des noces arrive, le confiseur amène les douceurs à la reine, elle les goûte, et soudain son visage s'illumine et elle se met à sourire. Et dans l'assemblée, on s'écrie alors « Di calinsun », ce qui signifie « ce sont des câlins » en provençal. Et on dit que du coup, la forme du calisson, c'est aussi la forme du sourire de la reine. Le calisson fait partie vraiment des traditions de Noël françaises et plus particulièrement en Provence, puisqu'il fait partie des 13 desserts provençaux. Donc il est de coutume de dresser une table la veille de Noël où on présente 13 desserts différents et le calisson est quelque part le roi de ces 13 desserts. Donc depuis cette tradition qui remonte à, on va dire, des années et des centaines d'années, on a l'habitude toujours, dans chaque famille, de reproduire cette coutume et donc d'offrir des calissons au moment des fêtes de Noël. Autour de ce calisson, on a créé beaucoup de saveurs autour des fruits. Et c'est vrai qu'on commence à vendre nos produits grâce à un partenaire en Chine, sur Tmall. On a appris aussi de ce partenaire et des tests qu'il a fait auprès de ses clientes chinoises. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des saveurs qui sont plus adaptées. Donc on va mettre davantage en avant les petits calissons aux fruits, parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup en Chine et qui doit correspondre davantage aux saveurs que le classique qui est beaucoup plus sur l'amande amère. C'est intéressant aussi de voir comment on arrive à exporter un produit emblème français et d'Aix-en-Provence, mais aussi à s'adapter à la culture locale, puisque chacun a sa culture culinaire aussi.
Nous ne pourrions pas fabriquer les produits que nous fabriquons sans la main de nos tonneliers. Le cognac a toujours été vieilli dans des foudres, des fûts et des barriques en chêne. Nous avons donc puisé quelque part notre histoire dans ce terroir du cognac. Et ce savoir-faire, nous l'avons ensuite développé et nous avions la chance à proximité d'avoir les vins de Bordeaux qui nous ont permis petit à petit de basculer d'une histoire de spiritueux avec le cognac à une histoire du vin, d'abord avec les vins bordelais, puis ensuite avec des vins sur l'ensemble de la planète. Nous fabriquons chaque année plus de 70 000 fûts et plusieurs centaines de grands contenants qui sont ensuite expédiés et utilisés aux quatre coins du monde dans les châteaux les plus prestigieux et notamment en Chine. En Chine, on est allé travailler à partir de 2008. On a monté des tonneaux de 150 hectos, des tonneaux à vin, et on a envoyé des équipes de 4 personnes. On a envoyé les tonneaux en conteneurs, tout démonté, et ensuite on est allé en équipe pour remonter ça chez le client. Pour la fabrication d'un tonneau de 150 hectos, il faut une centaine d'heures, quarantaine de personnes, et le tonneau est fait dans la demi-journée. Beaucoup d'étapes ne peuvent pas être remplacées par des machines, comme l'assemblage entre les coques et les fonds, qui sont faits manuellement par des opérateurs et qui consistent à légèrement desserrer la barrique pour pouvoir introduire le fond. Pour pouvoir bien modeler en fait, les deux parties, une partie qui a été chauffée qui est la coque et une partie non chauffée qui est le fond. Ces opérations sont faites manuellement parce qu'elles consistent à enjabler douelle par douelle pour avoir un écrasement de matière entre le fond et les douelles, pour pouvoir passer aux étapes d'échaudage, là où on va injecter de l'eau et de la pression d'air pour pouvoir détecter les fuites qu'il peut y avoir sur une barrique. La fabrication d'un fût en tonnerie consiste d'abord à usiner des mérins qui sont maturés sur le parc pendant 2 ou 3 ans. À partir du moment où nous récupérons les bois, notre rôle est de l'utiliser au mieux et de surtout ne pas gâcher de matière. La ressource chêne est fragile et il est absolument essentiel de la protéger et de la renouveler. Il est donc important de ne pas surexploiter et de maîtriser les quantités qui sont produites. L'usinage d'une douelle ou d'une pièce de fond à 4 étapes, c'est-à-dire ses faces extérieures, intérieures, ainsi que les joints qui vont former soit les pièces de fond, soit les douelles. Suite à ces étapes, par la mise en rose, puis la chauffe, et derrière nous allons venir usiner la barrique pour incorporer les fonds et pouvoir la finir avec son cerclage jusqu'à la finition et des expéditions. La grosse complexité reste sur tous ces protocoles de chauffe où les temps sont prédéfinis et beaucoup d'enseignements, de transmission de génération en génération.
Les protocoles de chauffe sont complètement différents, suivant ce que l'on veut entonner dedans, soit du vin, soit des eaux de vie. Chez Seguin Moreau, on a plus de 15 protocoles de chauffe différents afin de pouvoir apporter au monde du vin des choses différentes. C'est très important en fait que le métier s'apprenne manuellement très jeune, car les étapes en fait manuelles permettent de comprendre la difficulté de travailler le bois à la main pour pouvoir derrière avec des machines industrielles pouvoir usiner ces pièces de la bonne façon. Et quand on les a fait à la main, on comprend les difficultés d'usinage du bois pour mieux les mettre en œuvre avec des machines. L'apprentissage, c'est quelque chose qu'on garde tout le temps en mémoire. Un métier qui nous a été enseigné par les anciens, de la recherche, de l'expérience, que nous, en tant que maître d'apprentissage, on doit faire perdurer, donc transmettre aux générations qui suivent, afin que ce métier évolue tout le temps. C'est sur le tas, comme on dit chez nous. Il n'y a pas d'école, c'est de la transmission. Les anciens nous ont transmis, à notre tour de retransmettre. Donc c'est de la transmission, de l'apprentissage sur des protocoles complètement différents, sur des eaux de vie, sur le monde du vin, sur tout ce qui peut, comment dire, intégrer une barrique. Pour nous, très simplement, l'apprentissage, c'est essentiel. Le geste tonnelier est absolument nécessaire pour nos fabrications. Nous avons pris le parti chaque année d'intégrer des apprentis pour donner des cours et expliquer les gestes traditionnels aux jeunes au sein de nos ateliers. Et c'est important pour assurer la transmission des savoir-faire.